C'est-à-dire que le premier café Nice ou le nouveau quinquennat se passe pour soit dédié en particulier au monde des malades et tout spécialement au monde de Montserrat, qui est un monde qu'on aime beaucoup chez NIB, qui fait un peu partie de l'ADN de l'agence et sur lequel on a envie vraiment de voir les choses évoluer et les thérapies de qualité arriver pour le bien-être des malades et faire en sorte également que plus loin que ce qu'on fait dans la recherche, plus loin que ce qu'on fait sur le plan médical, il y a une véritable acceptation des malades au niveau sociétal et qu'on ait une vraie prise de conscience du fait que la société, si elle est plurielle, elle est plurielle pour tous, et pas simplement plurielle pour un certain nombre de catégories. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nathalie Trétin-Conseil, qui est ancienne présidente d'une association. Voilà, je peux en la citer. C'est dans le statut d'Alliance Maladira, Nathalie. Et donc, Nathalie va nous parler justement de ce troisième plan Maladira sur lequel j'aimerais bien qu'à titre personnel, envoyer un message qui est qu'il faut qu'on se mobilise tous pour faire en sorte d'envoyer au monde politique un message fort qui est on en a eu un, on en a eu deux. Il nous faut le troisième parce que le travail n'est pas fini, loin de là. Et je compte sur certaines personnes de la salle que je ne peux pas citer par leur discrétion, mais qui font partie des gens qui peuvent vraiment nous aider au niveau administratif pour faire en sorte que ce message soit relayé aux politiques et croyez bien que de toute façon, on fera ce qu'il faut pour le relayer. Valérie, je te passe la parole tout de suite. Merci encore d'être venu. Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'on est nombreux. Tout d'abord, je voulais remercier Olivier d'avoir invité l'Alliance Maladira à ce café Nil, parce qu'on est vraiment à un moment charnière. Nous avons le lendemain des élections présidentielles et on a la veille du troisième plan Maladira. Donc, ce matin, je vais vous parler de notre combat, celui des Maladira. C'est le combat aussi des 3 millions de personnes atteintes par le Maladira en France. Je vais vous dire aussi un petit mot de l'Alliance Maladira, pour ceux qui la connaissent mal. L'Alliance Maladira, c'est un collectif de 210 associations qui représente à peu près 2000 pathologies. Et l'Alliance Maladira est née suite aux États généraux de la santé de 1999. États généraux qui a été porté par Bernard Kouchner, qui est toujours, je pense, très attaché à la santé, à la démocratie en santé. Et ces États généraux ont largement influé sur la grande loi de 2004, qui a fait de Maladira une priorité de santé publique. Et l'Alliance s'est créée vraiment dans cette dynamique pour porter la voix des malades et aussi pour pouvoir par la suite, et elle a été très investie dans les 2 centres de santé publique qui ont suivi. Je voulais aussi vous souligner que l'Alliance Maladira bénéficie du soutien de l'ASN. C'est vraiment très important pour nous de le signaler parce que sans ce soutien, nous ne pourrions pas mener toutes nos actions. Et l'Alliance Maladira, c'est aussi l'union de militants associatifs qui ont créé ou structuré leur association et qui se battent au quotidien pour leur maladie. Et ces militants associatifs, donc c'est 210 présidents qui composent notre collectif, œuvrent chaque jour pour informer, pour aider, pour orienter, pour accompagner les malades. Et je pense que pour la société, c'est une aide précieuse et les associations de malades, je tiens à préciser, ont vraiment une compétence par le terrain et par les remontées des malades et de l'aide qui leur apportent. Et notre combat aussi, c'est de refuser que nos enfants, que des femmes et des hommes, vaillent moins que les autres. Alors ce matin, je vais partager avec vous 3 conditions. La première conviction, c'est de faire de Maladira une priorité nationale. La deuxième conviction, c'est 0 sans diagnostic pour 2020 et à terme, passer de l'errance thérapeutique au traitement curatif. Et je vais vous expliquer tout ça après. Et la troisième conviction, c'est de prendre en compte de l'enfant. Nous avons eu la chance en France d'avoir 2 plans Maladira. On est leader en Europe et au niveau international. En Europe, par la recommandation de 2007, et au niveau international avec Rare Disease International, qui est un collectif qui s'est créé assez récemment
et qui est là pour émettre des recommandations sur les maladies rares au niveau international. Je vais aussi vous faire un petit retour sur le premier plan assez rapide et sur le deuxième plan maladies rares, même si vous savez tous ici ce qu'ils nous ont apporté au niveau des maladies rares. Le premier plan maladies rares a vraiment changé le paysage avec la labellisation des centres de référence et des centres de compétences. Et on a pu constater une nette amélioration de la prise en charge. Et le deuxième plan maladies rares était plus basé sur la recherche avec la mise en place de la Fondation maladies rares, des 23 filières de santé maladies rares et aussi de la base de données maladies rares. Et si beaucoup a été fait pendant ces 15 dernières années, notamment suite aux états généraux, suite au plan, il reste encore beaucoup à faire en matière de diagnostic, en matière de traitement, en matière de recherche et de prise en charge. Alors, le 15 juin dernier, Marisol Touraine, ministre en charge de la Santé, nous a annoncé le troisième plan maladies rares, où je ne vous cache pas, à l'annonce, on a eu beaucoup de satisfaction de savoir que les maladies rares étaient en haut de l'agenda politique. Source d'inquiétude, parce que la source d'inquiétude, elle vient du flou sur les échéances, sur le pilotage, sur la rédaction, et puis aussi on a un contexte électoral, on a parlé un petit peu tout de suite, qui fait qu'on n'a pas de véritable arbitrage et pour le moment on ne peut pas avoir d'engagement au niveau des financements. Et les maladies rares, pourquoi faire des maladies rares en priorité nationale? Parce que nous voulons que le troisième plan soit interministériel. Nous voulons que le troisième plan ne soit pas juste piloté par le ministère de la Santé. Nous voulons que ce plan ait un pilotage fort et nous voulons qu'il soit piloté par bâtiment. Pourquoi? Parce que quand on a des maladies qui sont évolutives, quand un enfant est malade, il faut pouvoir le diagnostiquer. Il faut pouvoir le prendre en charge. Il faut pouvoir lui trouver un traitement quand il existe. J'en parle après, vous savez. Il faut qu'il puisse aller à l'école, il faut qu'il puisse travailler. Pour faire simple, en deux mots, il faut qu'il puisse être un citoyen comme tout le monde. Et pour ça, il faut vraiment que tous les acteurs soient concernés. Et puis, si nos maladies sont évolutives, il faut aussi que les politiques chargées de les combattre le soient. Il n'y a pas de raison que nous soyons évolutifs et pas les politiques de santé qui les combattent. Voilà, et il nous faut vraiment une vision sur le long terme avec vraiment des moyens humains et des moyens financiers, parce qu'on veut vraiment un troisième plan maladies rares ambitieux. Et même si on a un très bon contenu et qu'on n'a pas les moyens financiers derrière pour qu'ils puissent se mettre en œuvre, c'est comme si on n'avait pas de plan. Si on a les idées, si on a pas de financement derrière, c'est comme si on n'avait pas de plan. Voilà. Ma deuxième condition, c'est 0 centre diagnostic pour 2020 et à terme passer de l'errance thérapeutique au traitement curatif. Aujourd'hui, en 2015, on a fait une enquête à la GAI qui démontre qu'un quart des personnes atteintes d'une maladie rare attendent encore aujourd'hui 5 ans avant d'avoir un diagnostic. On sait que moitié des personnes ont des erreurs diagnostiques aussi, et on sait les conséquences aussi que ça engendre derrière, parce que parfois, quand on propose un diagnostic qui n'est pas le bon, et s'il y a des traitements qu'on lui donne, ça peut faire des complications énormes, et même mener jusqu'au décès, ou alors on a des maladies aussi qui sont mal diagnostiquées, et où les familles souffrent parce qu'en fait, on les appuie sur la fréquence. Je pense notamment à la maladie de Fanconi. Et puis, on a moitié des personnes aussi qui subissent des préjudices physiques et psychiques. Que ce soit au sein de la famille, au sein des écoles ou du travail, c'est vraiment inacceptable. Alors, hormis que cette errance, et là, j'imagine un petit peu un défi des familles, cette errance est responsable d'un gaspillage de ressources médicales et a vraiment un coût énorme pour la société. Alors, notre objectif,
c'est de passer dans les 5 ans à la notion d'errance diagnostique à impasse diagnostique. Alors après, ces constats qui sont clairs, hein, le 3e plan maladie rare doit vraiment apporter des réponses à ces constats. Pour cela, il faudrait lancer, entre autres, hein, parce qu'on va aussi pour, mais on a quand même quelques idées, les malades qui vivront vraiment la vraie vie, lancer un grand plan d'action mobilisateur avec un diagnostic pour chacun, qui consisterait à les consultations, à passer en vue aussi tout le parcours du malade pour savoir où il y a eu un loupé, parce que des fois, en mettant tous les acteurs autour de la table, on voit où on a loupé quelque chose. Et qu'il faut pouvoir accepter aussi de passer à côté de choses, parce que ce n'est pas évident, les maladies rares. Il faut permettre aussi aux maladies rares d'accéder au séquençage à très haut débit, grâce au plan génomique 2020-2025. On a les plateformes qui vont se mettre en place en France, même si pour le moment, c'est pour certaines pathologies. On veut qu'elles s'étendent assez rapidement, parce que les personnes en situation d'errance sont vraiment en danger. Et c'est vraiment une situation qui devient urgente. Et il faut aussi renforcer les équipes cliniques dédiées au diagnostic, que ce soit les infirmiers coordinateurs, que ce soit les conseillers en génétique, en génomique. Et ça, il faut vraiment renforcer ça dans tous les centres de référence. Et puis, prévoir une prise en charge intégrale de toutes ces pratiques. Parce que si on n'a pas une prise en charge intégrale, on peut prévoir des pratiques. Hein, ce soit une prise en charge intégrale. Il faut transformer les 99% d'errance thérapeutique en traitement curatif. Aujourd'hui, on a environ 250 médicaments en cure et 1% de médicaments curatifs. Et ça, c'est vraiment inacceptable pour nous. Quand on a les malades au téléphone qui nous disent, ou les présidents d'associations qui nous disent mais comment on va faire si on ne trouve pas de traitement parce qu'on sait qu'il y a la vie est réduite et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, qu'est-ce qu'on dit? Certaines pathologies ont la chance de bénéficier d'un traitement, et c'est tant mieux. Mais à côté de toutes celles qui n'ont pas un traitement, je peux vous dire que des fois, on ne se sent pas trop bien. Et puis, pour cela, on peut aussi avoir des traitements potentiels. Je pense notamment aux biothérapies innovantes, qui sont quand même le fer de lance dans la maladie rare. Je pense également à tout ce qui est utilisation hors elle-même de molécules déjà sur le marché, et évidemment au repositionnement des anciennes molécules qui peuvent aussi servir dans les maladies rares. Et pour ça, il nous faut vraiment une politique volontariste et ambitieuse. Donc, nous devons collectivement promouvoir la recherche thérapeutique avec des financements spécifiques. Quand je parle de financement spécifique, je parle de partenariat privé et public. On doit vraiment renforcer notre travail au niveau international et européen et trouver aussi plus de financement pour pouvoir mieux travailler. On doit travailler aussi, et c'est très important, sur le lien recherche clinique et santé maladie rare, le soin recherche. Les principaux acteurs sont les centres de référence et les filières de santé maladie rare, en incluant aussi dans chaque centre de référence un référent parcours. Ça, c'est très important. Et puis aussi reconnaître et renforcer le rôle du patient expert. Alors, nous devons aussi collectivement faciliter l'accès au traitement pour les maladies rares. On doit d'abord agir pour accélérer l'enregistrement de ces traitements. On sait qu'en France, parfois, c'est très long. On doit aussi faciliter le remboursement et la mise à disposition des traitements. C'est l'enjeu de demain, avec pour les médicaments, évidemment, un prix juste et maîtrisé. C'est assez important. Et ma troisième condition,
c'est de prendre en compte le parcours de vie des personnes atteintes de maladies. Alors, les maladies sont complexes, je vous en ai parlé, vous savez tous. Quand elles sont complexes, ça demande une multiplicité d'acteurs. Et évidemment, on a une méconnaissance des conséquences sur les maladies rares. Et à l'heure actuelle, pour nous aider, on n'a pas de DMP, on n'a pas encore de télémédecine. Et ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut avancer. Nos maladies ont un parcours difficile. Je vous ai parlé, je suis partie tout à l'heure en parcours de l'enfant. Quand je dis parcours difficile, c'est difficile à l'école, c'est difficile au travail. C'est difficile aussi pour pouvoir accéder à la vie adulte en voulant faire un emprunt. C'est difficile aussi pour les loisirs. Et donc, il faut vraiment qu'on essaie de pallier à tout ça. Et puis aussi, il y a la difficulté majeure aussi pour les aidants familiaux. Les aidants familiaux, pour lesquels il faut, je pense, à un moment donné, qu'on reconnaisse quand même un statut pour ces aidants. Parce que bien souvent, ce sont des mamans, des papas qui arrêtent de travailler justement pour aider et soigner leurs enfants, ou c'est un conjoint qui arrête de travailler. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on avance aussi sur cette question-là. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, peu de dispositifs sont issus des plans socialisation. Donc, c'est vraiment un gros travail qu'on doit faire aussi là-dessus. Alors, pour être concret, nous voulons un outil coordinateur de soins dans chaque centre de référence en France, chargé de rédiger un plan personnalisé de soins. Plan personnalisé de soins qui doit être lié à l'aide psychologique. Parce que c'est vraiment très important de lier à l'aide psychologique avec des soins support. Soins support, je pense à tout ce qui est sport, diététique, sophrologie, et il y en a bien d'autres, mais je ne vais pas tous vous les citer. Et parce qu'il faut permettre vraiment aux malades de vivre mieux et de pouvoir vivre comme tout le monde, d'être un citoyen comme tout le monde. Et ça, c'est vraiment une notion que tout le monde, il faut vraiment que tout le monde prenne cette notion d'être un citoyen comme tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de malades, et ça c'est pareil, ça remonte à chaque fois du terrain, il y a beaucoup de malades qui se disent ne pas être un citoyen comme tout le monde. Est-ce que c'est normal dans notre société aujourd'hui qu'on laisse des gens sur le bord du chemin? Je ne pense pas que ce soit normal. Donc je pense que c'est à nous, tous collectivement, de faire pour que tout le monde puisse être un citoyen comme les autres. Il faut aussi travailler un peu, enfin, il faut vraiment qu'on travaille aussi sur l'annonce du diagnostic, notamment pour reconnaître la consultation longue et la valoriser. Sur la question de la transition enfant-adulte, hein, ça fait longtemps aussi qu'on en parle et on a du mal aussi à faire bouger les choses. Sur tout ce qui sont les métiers d'accompagnement de proximité pour l'autonomie en santé, je pense notamment à l'Alliance pour son projet Accompagnement maladie rare qui va mettre en place, on va mettre en place un projet test qu'on va mettre en place en Nouvelle-Aquitaine. C'est pour accompagner la personne pour essayer de la rendre autonome sur le terrain. Et il y a aussi la FM Téléthon qui a des référents parcours qui est dans le même esprit. Travailler sur les situations d'urgence, et là je pense aux cartes d'urgence. Moi, j'ai une carte d'urgence qui a été faite à un moment par le ministère, à un moment, ça s'est arrêté. Moi, j'ai la chance d'en avoir une. Quand j'arrive aux urgences, en plus, il y a la Marianne dessus. Donc, quand il y a la Marianne, déjà, les urgentistes se disent, voilà, on peut en tenir compte. Et du coup, ça n'a pas été, ça ne s'est pas fait pour toutes les pathologies. Donc, il faut remettre ça en route et vraiment bien travailler dessus. Il faut aussi organiser l'offre de soins en outre-mer. Il faut vraiment développer un espace maladie rare qui soit connecté et à la fois au centre de référence et à la fois aux filières de santé maladie rare, tout en déployant tout ce qui est éducation thérapeutique et télémédecine. Et puis développer la recherche en sciences humaines et sociales. Elle nous permet de comprendre mieux les problèmes de prise en charge et de pouvoir les résoudre. C'est vraiment le but des sciences humaines et sociales. Alors, en tant que présidente de l'Alliance maladie rare, je ne peux pas conclure sans insister sur le rôle de la place des associations dans le plan maladie rare, dans le plan maladie rare. Une partie de la solution,
une partie de la solution, car les associations produisent aussi de l'expertise qui manque aujourd'hui dans la décision publique. Une partie aussi de la solution, avec l'émergence du patient expert, ces malades formés issus du monde associatif qui jouent un rôle essentiel au niveau de l'accompagnement et de la médiation. Et donc, on peut vraiment accompagner ce changement. Et à un moment donné, il faut accepter aussi de pouvoir faire bouger les lignes, il faut accepter de travailler tous ensemble, il faut accepter d'être dans la co-construction, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. Et j'ai coutume de dire, en conclusion, le premier plan a été celui des professionnels de santé, avec la création, la mise en place des centres de référence, des centres de compétences. Le deuxième plan a été celui de la recherche, qui nous a fait de bonnes fondations, de plans. Mais le troisième plan doit être aussi celui de l'application des associations de malades. Et ça va aussi nous faire grandir quand tout le monde aura pris conscience de l'expertise que les associations peuvent amener. Je pense qu'on a besoin aussi un peu de parce que nous, les malades, on a l'expérience et l'expertise de la vraie vie. Voilà, je vous remercie. Et merci. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce plaidoyer très clair pour exactement où il faut cibler les actions et on va relier tout ça de toute façon quand il arrive. Alors, je pense que ça va susciter beaucoup de questions. Vous savez que la règle, si vous voulez poser une question, vous levez le doigt, vous les prendre dans l'ordre de lever le doigt. Vous le présentez, vous dites en quelle qualité vous parlez. Vous pouvez être de l'administration ou de l'industrie et vous parler comme citoyen, c'est tout à fait respectable. Et vous pouvez aussi être un malade et vouloir parler au nom d'un politique, donc ça va. Et bien entendu, toutes les questions sont prises ensuite dans le compromis qui sera validé par Nathalie avant d'être distribué. Voilà, qui veut poser la première question? Ce sont des timidité de crasse. Hein. Il y a une question là. Une question là. Et une question là. Je fais partie des malades. Des malades rares absolus qui s'appelle LCS, CNS, chimique maladie syndrome. Donc je voudrais savoir, madame, pourquoi il y a un hôpital en Allemagne et il n'y en a pas en France. Vous avez M. Michel Geoffresse qui fait des travaux extraordinaires au Canada, c'est reconnu. Pas en Amérique, je ne vais pas vous le citer, et en France, niet. Donc quand vous êtes malade et que vous n'avez pas droit d'accès à aucun médicament à cause de cette maladie, qu'est-ce qu'on fait chez vous? On fait des rendez-vous comme aujourd'hui pour essayer de faire bouger les choses. On est dans le même combat. C'est vrai que c'est difficile quand en France on n'a pas de structure. Il n'y a plus personne. Donc, c'est à nous en France, c'est à l'État, au ministère de la Santé, à pallier à ce manque. Et je me doute, vous m'avez attendu de me le dire, je sais de quoi vous parlez. Non, mais c'est vrai qu'il faut pallier à ce manque, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, et qu'on sera encore là demain, et qu'on sera toujours là pour faire des problèmes. Il faut aussi. Alors moi, j'ai envie de rebondir sur la question. On a été alerté par quelques associations de malades, en particulier par Valérie, sur une situation qui va être une situation qui va se poser sur les centres de compétences et les centres de référence, en particulier sur la filière déficience intellectuelle. Il y a Olivier Poitier qui est là. On vient passer des commandes, je pense, on a une problématique, c'est qu'on va se retrouver avec des centres de référence et de compétences sur la filière déficience intellectuelle, avec une ligne à Marseille-Nantes, sur laquelle tout ce qui est au sud-ouest n'aura pas de centre. C'est-à-dire que si vous êtes sur Paris et Lyon, vous avez une possibilité d'avoir un contact facile. Mais une fois que vous êtes à Bordeaux ou Toulouse, centre de référence, en dehors de la carte magique de la SNCF qui ramène tout sur Paris, on a quand même une vraie problématique sur l'occupation avec le territoire. On est en train,
en train de créer une certaine forme de désertification sur ces centres. Et je pense qu'il y a peut-être un travail, j'aimerais savoir comment l'Alliance Maladie-Rare peut alerter le pouvoir public là-dessus, dans le sens que je suis en train de faire, et non, je pense qu'on peut vraiment se mettre à plusieurs pour essayer de résoudre ce genre de problème. Surtout qu'il y a des centres, je sais, qui sont extrêmement compétents, qui sont dans d'autres villes que Paris et Lyon. Je ne me remercie pas de cette question. Non, je sais, surtout aussi, il est important d'avoir la possibilité pour le malade. Donc là, si ça a été, malheureusement, l'Alliance, là, je ne sais pas ce qu'elle peut faire, parce qu'il faut qu'on en discute, mais C'est une question très importante, mais oui, pardon. Gérard Bien, vice-président de l'Alliance Maladie-Rare et administrateur de l'Association française du syndrome d'Angelman. C'est une question très importante. On est dans le cas de maladies rares. On ne peut pas non plus espérer avoir partout en France, à 50 km, un centre qui va s'occuper de, ça veut dire, on souhaiterait, mais c'est pas raisonnable. Ça veut dire qu'il faut absolument réfléchir au niveau européen. Il faut faciliter les contacts. Parce que ce n'est pas en disant, il faut qu'on ait en France tel centre, tel chercheur. Ça ne se passe pas comme ça. Si je prends le syndrome d'Angelman, il n'y a quasiment pas de recherche là-dessus en France. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les associations ont mutualisé des fonds et font des appels d'offres en termes de recherche avec les États-Unis, Israël, le Japon, l'Autriche et la Hollande, parce que c'est là où ça se passe. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus tomber dans un côté une exigence en disant on a besoin d'avoir dans toutes les villes, à travers tout le territoire, des centres qui traitent ma maladie. C'est triste à dire, mais c'est pas ça. Par contre, que par le biais de développement de télémédecine, etc., et par le biais de facilitation, j'allais dire, des transports, on peut se faire, là c'est nécessaire. Oui, si je peux compléter, Olivier Tontienne, donc collectif de sciences intellectuelles, au niveau proximité, effectivement, il faut que les gens, il faut définir les niveaux d'expertise dont on a besoin. Donc, on a besoin de voir effectivement un super expert à une régularité, une fois tous les 200, etc. Il faut qu'à proximité, il y ait un certain nombre de compétences quand même, qui peuvent être faites par des gens de niveau 1, etc. Et donc, ces gens-là, il faut qu'ils soient formés. Et donc, il y a un énorme enjeu sur la formation. On travaille dans la filière d'éducation sur le e-learning, etc. Parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait des relais et que ces compétences soient vraiment diffusées davantage. Et là, je pense qu'il y a un plan d'action énorme. Deuxième question. Comme ça. Je n'ai pas l'habitude de parler en public. Je m'appelle Anne Nico, je suis atteinte de tremblement de terre pulmonaire depuis 1990. Ça m'a débuté de l'aliment. On a cherché jusqu'en 2006, et là, vraiment, a été donné ma maladie. J'ai suivi un protocole d'un mois pour les simulations transcrâniennes, ça n'a rien donné. Et depuis cette date-là, c'est-à-dire depuis 2009, il n'y a pratiquement aucun suivi. Je suis suivie par un neurologue que je vois une fois par an, qui me dit que j'ai rien à dire de plus. Depuis le mois de novembre, j'essaye d'avoir une consultation à la fête des prières, on ne répond pas. Ça, c'est une chose. Je voulais vous dire aussi qu'on parle beaucoup et on fait beaucoup de travail sur les aidants. Mais moi, je vis seule. J'habite aussi des villages. Je ne peux pas être seule. Bientôt, je vais être en fauteuil roulant. Je n'ai pas l'intention de déménager. Je viens de payer mon appartement. J'ai oublié de dire que j'ai 79 ans. Et je ne sais pas comment débrouiller tout ça. Je fais des efforts sans arrêt, sans arrêt. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir des médicaments pour dormir parce que le soir, il faut crever. Parce que pour mettre une tasse dans mon micro-ondes, je suis obligée de m'asseoir. Chez moi, j'ai dit que c'est des tabourets ambulants. Parce que, aussi comme je suis petite, je prends tellement
usant, c'est usant. J'ai une femme de ménage, je dois 48 heures pour l'année. Donc, c'est pas suffisant parce que maintenant, on est plein de choses qu'on peut faire. Je prends un aspirateur assis sur un tabouret, et je vais pas dans les coins. Je peux pas faire mes vitres, faire mes courses. Je le fais tous les jours exprès pour garder mes muscles pour descendre mes étages. J'ai essayé de faire de l'ostéopathie, des choses comme ça, mais c'est pas remboursé. On me propose d'aller danser, je sais pas où, je ne sais pas où. Il y a encore plus d'y aller. Les taxis compensés. J'ai le droit de travailler à l'hôpital. Très souvent, on ne veut même plus prendre les feuilles parce qu'ils ont pu se rembourser. Et moi, je suis passée récemment au tribunal de la sécurité sociale. Pour 40 € de frais de taxi, j'ai été accusée d'escroquerie. Ça vous donne un peu une idée de ma vie. Je continue à travailler pour mon fils. Je gère une SCI, c'est la raison aussi pour laquelle je ne peux pas déménager. Vraiment, je me dis l'enfer. Et pourtant, j'ai l'Afrique, je me dis, on répète, c'est le bien. C'est le troisième volet. Ouais, ça sera une partie, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment qu'on développe plus. Parce que pour le moment, ça n'a pas été développé. Sur la maladie, pour connaître le santé, c'est pas un médicament. Alors, question suivante. Oui. Oui, bonjour Fabrice Bossard. Donc, je pose ma question effectivement en tant que citoyen et membre d'une association de patients. Alors, la question a déjà été un peu effleurée. La question portée sur les actions transfrontalières. Effectivement, des maladies graves, enfin, des gens qui en souffrent dans tous les pays européens ou mondiaux. La proximité est contradictoire avec la maladie rare. Donc ça, vous avez déjà un peu répondu. Mais y a-t-il des bonnes pratiques dont on pourrait s'inspirer pour ce troisième plan chez nos voisins européens, par exemple? Alors, à ma connaissance, peut-être à part. Ouais, non. Les pays du Nord. Ouais, dans les pays du Nord, oui. Mais à ma connaissance, c'est vrai que je suis un petit peu. Au Canada? Au Canada. Monsieur Olivier Fontaine, je vous remercie. On précise au Canada. Autre question. Jacques. Puis ensuite une question là. Ne soyez pas timide. Toutes les questions sont de la poser. Jacques Lassalle, donc j'aurais une question un peu technique à vous poser sur les médicaments. En tant que médecin et président d'un institut qui réalise des études pharmacologiques, et notamment avec les ministères avec les corps radicaux sur les maladies. Donc je voudrais revenir sur votre souhait de voir arriver à un traitement curatif à terme, si j'ai bien compris, en 2020, pour tous les patients atteints de maladies rares. Alors, une maladie rare, c'est vraiment un mot, et pour l'instant, il faut s'entendre sur le terme de traitement curatif. Pour l'instant, force est de constater que les traitements sont rarement curatifs, au mieux substitutifs, mais surtout, je dirais qu'en tant qu'évaluateur, en tant qu'ancien vice-président de la commission de la transparence, j'ai l'impression que les médicaments qui sont, on n'en a pas parlé, mais qui sont fort coûteux au niveau individuel, ces médicaments sont rarement évalués de façon optimale. Notamment, il manque au moment de l'enregistrement ce qu'on appelle des outcomes cliniques, c'est-à-dire des données cliniques. Il manque souvent des données cliniques. Et donc, est-ce que vous ne pensez pas que pour faciliter l'enregistrement, pour faciliter aussi le remboursement de ces médicaments, il ne serait pas souhaitable, alors je sais que ce n'est pas très à la mode ou pas très bien envie actuellement au CEPS, mais est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de relancer ces risques de contrats de performance, comme on peut
peut les appeler comme on veut, mais en tout cas les partages de risques qui permettraient, après arriver sur le marché, donc mise à disposition rapide pour les patients, d'obtenir des données sérieuses sur les outcomes cliniques qui manquent quand même encore cruellement pour nombre de médicaments orphelins. C'est vrai que je suis assez d'accord avec vous, mais c'est vrai que j'ai parlé d'un prix juste et maîtrisé pour les médicaments, parce que je pense que tout le monde est au courant que les médicaments orphelins sont très très coûteux. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont très très coûteux qu'il faut ne pas en mettre sur le marché. Parce qu'il faut savoir aussi que la recherche aussi sert aussi pour les maladies les plus communes. Après, vous parlez d'évaluation pour tout ce qui est clinique et tout ça, mais je suis complètement d'accord avec vous, mais ce qui manque aussi, c'est l'évaluation de la qualité de vie en temps réel. Ça manque énormément aussi, parce que si un médicament est coûteux, quand on sait qu'il y a peu de personnes sur une pathologie donnée, qu'on a la chance d'avoir un médicament et qu'il faut publier pour prouver les bénéfices, c'est pas toujours évident, parce que des fois, on peut avoir aussi un bénéfice qui est beaucoup plus important aussi sur la qualité de vie. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. Si on partit pas tout à fait sur le partage de risque, je pense que vous ne pouvez pas vraiment répondre, c'est plutôt une possibilité qui me semble devoir être offerte. Mais sur la qualité de vie, bien sûr, j'abonde dans votre sens et dans le travail que nous réalisons avec les corps radicaux, nous mettons l'accent évidemment sur la qualité de vie comme un des critères et un des outcomes cliniques les plus importants le plus souvent. Oui, parce que j'ai plusieurs exemples de médicaments comme ça qui sont sur le marché et à un moment donné, on leur dit il faut publier le bénéfice du médicament. Mais le bénéfice du médicament, parfois, est un peu moindre que le bénéfice de la qualité de vie. Donc, est-ce que pour ça, on se dit, bah, tiens, c'est pas assez, le bénéfice n'est pas assez grand pour le malade au niveau publication, au niveau de ce qui ne se voit pas et ce qui ne se ressent pas, donc on arrête le médicament. C'est des grandes questions auxquelles j'aime pas qu'on me rapporte que les médicaments risquent d'être suspendus ou que ça devient compliqué pour les laisser sur le marché parce que le bénéfice n'est pas assez prouvé. Pour compléter la réponse, on va faire un colloque le 20 juin prochain sur le thème comment les patients sont en compte de l'évaluation des produits de santé. Il y a Gérard d'ailleurs qui intervient dans ce thème, et je pense que ce sera très intéressant parce que Pierre Canel et Jean-Patrick Chal m'ont assuré que le CEPS sera présent. Donc il y aura soit Boris Pierre, soit Jean-Patrick qui viendront à ce colloque pour parler au nom du CEPS. Donc je pense que là, ça fera partie des éléments d'information, de questionnement qu'il va leur poser. Mais je suis complètement d'accord avec toi, Jacques, sur le fait de poser cette problématique comme ça, le fait d'avoir des critères qui soient uniquement cliniques et qui ne soient pas ceux de la vie réelle, pose un véritable problème pour l'acceptation de ces médicaments et leur prise en charge en cas de remboursement. Oui, bonjour, je suis Michel Levez, adhérent d'Amadis, l'association des malades atteints de dystonie. Bon, les pouvoirs publics sont très gentils en donnant leur accord pour un troisième plan maladie rare, mais dans le même temps, ils nous causent quelques soucis en ce qui concerne le remboursement ou la prise en compte de la fameuse hospitalisation de jour. Et là, bon nombre d'hôpitaux nous ont d'ores et déjà annoncé que très probablement, de ce fait, ils ne pourraient plus injecter nos malades. Injecter nos malades, c'est les soulager, on les injecte par le biais de l'injection de toxines botuliques, qui est l'immense avantage de réduire les muscles, de permettre aux gens de moins souffrir. Et pour l'instant, on n'a pas de réponse. La madame Marisol Touraine ou son successeur, ils sont bien gentils, mais il y a une urgence à ce niveau-là, et ça nous inquiète énormément. En ce qui concerne aussi le plan maladie rare, eh bien, il ne faut pas oublier qu'il faudrait s'inspirer de ce qui s'est fait pour le cancer. Jacques Chirac avait lancé un plan cancer. Il faut absolument se battre pour qu'il y ait un troisième plan, en connaître son montant, parce que c'est le nerf de la guerre. Je rappellerai, le pays disait
les associations avaient un grand rôle à jouer. Enfin, chaque association dote tous les ans à la recherche un certain nombre, des dizaines de milliers d'euros. Il faut se souvenir également qu'à FM Télécom s'y dote tous les ans énormément. Il ne faudrait absolument pas que les pouvoirs publics se reposent sur ces lobbies. Voilà. Merci. Question suivante. Oui, je vous remercie, monsieur. Je remercie beaucoup Noël parce que je suis médecin et je suis en cancérologie et j'ai eu le privilège de travailler avec beaucoup de gens qui sont ici. Ce qui est évident, c'est en médecine, on n'explique pas aux étudiants, on n'enseigne pas aux étudiants. HAS, nous ne parlons pas, ANS, MONDEM, etc., etc. Nous n'avons pas vraiment travaillé sur ce problème. Et je vous remercie beaucoup, Olivier, je vous remercie beaucoup, madame, et madame, pour votre témoignage. Ce que je veux dire, c'est trois choses. Un, c'est nécessaire d'utiliser l'innovation numérique et la télémédecine pour expliquer et communiquer en Europe et en France dans une façon efficace et dans une façon bien structurée. C'est-à-dire, pas quelque chose qui est, vous pouvez le regarder, e-health. Non, ça, c'est pas suffisant. Deuxièmement, il est nécessaire que les universitaires, respectent le fait qu'il y a plus que 25 millions de personnes atteintes de ces maladies rares et que nous n'avons pas encore sensibilisé ni nos étudiants, ni nos organisations. Je suis très, très contente que je suis venu aujourd'hui parce que c'est pas la première fois, mais pour écouter à quelque chose que je suis vraiment pas spécialiste et c'est très important de savoir. Et la dernière chose, c'est que je pense qu'entre l'Amérique, Canada et Europe, il faut avoir une communication beaucoup plus importante pour motiver les différents niveaux d'État, jusque l'éducation des enfants pour comprendre qu'est-ce que c'est la maladie rare et comment, et surtout les enfants, parce que j'ai bien vu qui sont intéressés particulièrement dans les maladies rares, pour qu'on puisse éduquer et communiquer avec les gens. Parce qu'il n'est pas acceptable que cette maladie qui n'est pas rare du tout, il est rare de point de vue rare, mais c'est-à-dire il est fréquent de point de vue population. Et ça intéresse beaucoup la santé et la pratique aujourd'hui pour le XXIe siècle. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Alors, pour ce qui est, je me permets d'en venir devant, juste pour ce qui est de la télémédecine, je l'ai abordé. Je trouve que aujourd'hui, c'est inacceptable qu'en France, on ne puisse pas accéder à la télémédecine, alors que ça se fait couramment depuis 1984 au Canada. Voilà. Après, tout ce qui est formation des universitaires et tout ça, nous, à l'Alliance Maladie Rare, on organise des formations et on voudrait bien aussi que ce soit le rôle des patients experts qui vont dans les universités pour sensibiliser voilà, aux maladies rares. Pas forcément à une pathologie, sensibiliser aux maladies rares en général et puis mettre ça dans leur jardin d'apprentissage. Et puis aussi, qu'ils puissent penser aussi, et si c'était une maladie rare, qu'on appelle chez nous la culture du doute. Mais est-ce que c'est dans la première année, la deuxième année, la troisième année de chaque spécialité, infirmière, médecin, etc. Non, ça dépend. Non, donc je pense que c'est un discours parce que le ministère de Recherche et des Études supérieures doit avoir une relation avec tout le reste des activités pour justement intégrer au moins 5 à 10 cours par an pour les étudiants, pour qu'on soit sensible. On a du travail. On a encore du travail là-dessus sur la formation des professionnels. Je pense que le jour où on a le temps, on va faire en sorte qu'ils s'intéressent à des questions, que ce soit pas simplement des questions de fond,
Ce sera déjà pas mal. Alors, il y a Charles, Gérard et Jacques. Docteur Chaudescourt, sénateur honoraire. On voit bien que vouloir régler ce problème au niveau national, c'est une gâchis. Alors, premièrement, est-ce que vous avez des contacts avec l'OMS? Parce que quand même, ça devrait passer par l'OMS, c'est une truc mondial. Deuxièmement, il y a combien de 7000 maladies rares, on peut faire ça? Oui, 6 à 8 000 maladies rares. Oui. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas, peut-être au niveau national ou au niveau mondial avec l'OMS, essayer de mettre le, pardon de dire cela, c'est forcément désagréable pour ceux qui ne seraient pas retenus, mais pour faire des efforts particuliers sur telle ou telle maladie rare, où on se dit peut-être qu'on va trouver une solution dans les années à venir. Et troisièmement, est-ce qu'il y a quand même eu des progrès? Sur le plan cancer, on a très vite, été rappelé il y a un instant, on a très vite vu que ce plan cancer avait amélioré beaucoup de choses. Le premier et le deuxième plan cancer. Mais est-ce que sur les deux premiers plans maladies rares, on a quand même eu quelques avancées nationales? Les avancées, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que pour le premier plan, vraiment, là, ça a été une avancée majeure avec la réalisation des centres de référence et des centres de compétences. Là, au niveau de la prise en charge, on a eu une nette amélioration et moi, je trouve que ça a changé énormément le paysage des maladies rares en France. Après, pour le deuxième plan maladies rares, il y a eu la fondation maladies rares qui a été mise en place. Ce que je peux regretter, ce que je n'ai pas parlé, parce que du coup, Olivier m'avait dit, essaye de, ça je m'étais pris quelques petites notes pour essayer de pas louper le principal, mais voilà, de ne pas être trop longue. Mais ce qui est regrettable, vous voyez, on a mis la fondation, on a mis en place la fondation maladies rares, qui impulse vraiment dans la recherche et puis qui est très importante aussi au niveau des sciences humaines et sociales. On se parlait tout à l'heure. On a eu un financement la première année. Ça a quand même été mis en place dans le cadre du deuxième plan maladies rares. Et après, on n'a plus eu de financement. Donc voilà, si après on met en place des dispositifs et que derrière on ne les finance pas, on arrête, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si demain, on a une avancée aussi assez majeure avec les filières de santé maladies rares. C'est comme si demain, on dit on arrête de financer les filières de santé maladies rares. Voilà, on ne peut pas mettre des dispositifs en place sans que ce soit pérenne d'ailleurs. Et l'OMS? Et l'OMS, je ne sais pas, peut-être que Gérard vous m'aider sur le côté international, mais je pense que c'est compliqué. Oui, en fait, l'OMS, je ne sais pas très bien, mais par contre, ce qu'il y a eu, c'est au mois de novembre, ont été signés aux Nations Unies une charte et la création d'une ONG pour s'intégrer dans le plan des Nations Unies 2030 pour finalement qu'il n'y ait que les maladies rares soient prises en charge et qu'il n'y ait personne laissé sur le bas-côté au niveau mondial. En fait, ça, c'est ça le progrès. Et en fait, paradoxalement, on travaille beaucoup plus au niveau, j'allais dire, des décisions des États plutôt que, par exemple, par rapport à l'OMS. Et on le voit bien. Oui. Rappelle-toi sur le sida. Oui. Je me rappelle aussi que l'Afrique devait être éradiquée, je me souviens. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Là, il n'y a pas ça, on n'a pas ça parce qu'il y a une grande hétérogénéité. Ce que l'on sait, c'est actuellement, il faut retenir 3 chiffres. 3 millions en France de personnes atteintes de maladies rares, 30 millions en Europe, 300 millions au niveau mondial. Donc c'est ça qui est. Pendant que j'ai le micro, je voudrais revenir sur ce que disait Charles. Il y a des progrès au niveau des maladies rares. On va dire qu'il n'y en a pas, il y a des progrès. Et un des progrès, c'est qu'on s'aperçoit que l'espérance de vie en moyenne des maladies rares s'allonge. Et donc, le vrai problème et la vraie anxiété des parents d'enfants avec maladies rares, c'est de dire qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais mourir? Et on a des parents qui disent j'espère, c'est affreux à dire, mais j'espère que mon enfant mourra avant moi. Ce qui veut dire un autre problème que nous avons qui n'a pas été abordé, qui est le problème du médico-social. Je signale qu'en France, il y a 47 000 places médico-sociales qui manquent
pour les maladies rares et le handicap. 47 000 places, si on considère qu'un établissement en moyenne médico-social fait 50 places, ça veut dire quasiment 1000 établissements. Je crois qu'il faut se rendre compte de la taille du problème que nous avons à résoudre. Et ça, c'est absolument nécessaire de faire des investissements là-dessus. Et lorsque, avec Nathalie, nous avons vu tous les candidats, enfin, la plupart des candidats aux élections présidentielles, on a mis ça en avant. On a mis ça parce que c'est un élément important et il faut effectivement éviter qu'on soit envoyer les enfants hors des frontières pour pouvoir être pris en charge. Donc, ça, c'est le dernier point que je voudrais, sur lequel je voudrais insister, c'est que on insiste beaucoup sur le parcours de vie. La partie sanitaire et recherche, c'est vrai, c'est très important, mais en fait, 95% du temps, c'est pas un problème sanitaire recherche, c'est un problème de vie. Donc, parcours de vie, c'est très important. Et ce qu'il faut, c'est absolument éviter qu'on ait cette vision très française en silo, où on regarde le sanitaire d'un côté et le médico-social de l'autre. C'est sanitaire et médico-social. Il faut absolument qu'il y ait cette continuité. Et juste pour compléter avant que je complète en ce que je voulais rajouter par rapport à Jacques, c'est quand même que je trouve ça vraiment dommageable que nos enfants soient obligés d'aller à l'étranger pour être dans des établissements, alors qu'on a déjà la peine d'avoir des problèmes avec nos enfants, et en plus, il faut aller à l'étranger pour être mieux pris en charge, c'est ça un peu. Oui, moi, c'est plus une remarque, mais parce que vous avez parlé tout à l'heure des patients experts, et effectivement, on voit bien que dans les associations, les parents sont extrêmement experts. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment on peut aider les parents à jouer tous les rôles qu'on peut leur faire jouer, parce qu'on est extrêmement sollicité dans les associations pour participer à des groupes de travail sur ceci, sur cela, etc., qui sont parfaitement justifiés, qui sont parfaitement intéressants, sauf que les gens sont en activité, ils doivent penser à leurs enfants, trouver des structures, organiser leur avenir. Ils sont par définition soit malades, soit ils ont des enfants malades, donc c'est déjà une charge extrêmement importante, ça peut être très grave avec des taux de handicap, etc. Et on veut effectivement faire jouer aux patients un rôle absolument majeur. Et du coup, je pense qu'il y a un souci, il y a un questionnement sur comment on fait pour que les gens aient cette disponibilité pour s'investir. Alors, je sais bien que vous n'avez pas forcément la réponse, peut-être que vous avez des éléments de réponse, mais c'est vraiment une réflexion qu'on a, et c'est vraiment des sujets dont on discute souvent. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la solution là, je ne peux pas vous donner la solution, mais c'est un gros souci, ça rend aussi un petit peu viser les aidants. Voilà, on parle du statut de l'aidant, mais peut-être qu'il faut un statut aussi de la personne engagée. Et ça, c'est un travail aussi que l'Alliance fait en ce moment, notamment avec le projet qui est en Nouvelle-Aquitaine, Compagnon Maladie Rare, dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Après, on verra ce que ça donne, mais il faut vraiment qu'on commence. Et si vous regardez bien, à chaque fois, tout à l'heure, il y avait Michel qui parlait de la recherche, qui disait que les associations trouvaient beaucoup de financement pour aider à la recherche et tout ça. On a parlé de l'AFM. Après, on dit, on a les parents, les patients experts, on a les aidants familiaux, on essaie de trouver des solutions. Donc, je pense qu'à un moment donné, aussi, il faut qu'on nous aide plus à concrétiser ces solutions. Et donc, avec tout ce qui va avec, que ça soit des moyens, et faut savoir que dans les associations, et ça, c'est ce qu'on disait aussi lorsqu'on a rencontré les candidats présidentiels avec Gérard, c'est que les associations, bien souvent, ce sont des bénévoles, ce sont des personnes malades, ou des personnes qui ont des enfants malades ou quelqu'un de proche. Et tout ce que les associations mettent en œuvre, tout ce qu'elles font bénévolement, c'est ce que la société n'a pas à supporter et n'a pas financièrement à payer. Et donc ça aussi, il faut à un moment donné savoir dire, tiens, tout ce qu'il faut, il faut pouvoir les aider à concrétiser tout. J'ai une question Internet qui est, puisque son nom circule, à titre personnel, j'aimerais beaucoup que ce soit lui, mais qui s'adressera peut-être à Olivier Véran, le ministre de la Santé. Mais qu'est-ce que vous attendez, vous, du futur ministre de la Santé?
Alors, si parce que tu viens de dire, si on pouvait imaginer que ça soit différent, d'ailleurs, qu'on a rencontré, je pense qu'on a attendu beaucoup de choses. Je pense qu'il a été très attentif à tout ce qu'on lui a dit. Et je pense que ce n'était pas des parlementaires. On a abordé des sujets un petit peu compliqués, dans le sens où essayer de construire le plan santé. Et je pense que les maladies rares, il faut trouver de l'aide. Déjà, une question. Si je peux me permettre, tout s'en marche. Je crois qu'Anne a une question à poser aussi. Jacques Bernard, je fais partie du monde associatif des maladies rares depuis longtemps. Et je voudrais vous raconter par rapport à deux sujets que Nathalie a évoqués comme prioritaires pour nous, c'est-à-dire l'errance diagnostique qui est un drame absolu et l'annonce diagnostique qui peut en être un également. Je vais vous raconter comment je suis tombé dans la marmite des maladies rares en 2008. Le 13 mars 1979, l'État général de la santé, avec Kouchner, je n'y connais rien, je viens d'une pathologie qui n'est pas considérée comme rare, et je suis arrivé à 10 h du matin, une femme superbe, je me dis, oh là là, c'est pas une maman de malade, ça va être le plus possible, ça doit être une journaliste, et à 17h25, elle prend la parole, elle monte à la tribune, son mari et elle, avec leur petite fille Émilie, qui avait 6 ans à l'époque, ont été pendant des mois et des années travaillés de médecin en médecin, dont certains lui ont ricané au nez, jusqu'au jour où ils sont tombés chez un neurologue parisien dont je ne savais pas le nom, et qui a gardé la petite fille pendant 1 heure dans son cabinet. Eux étaient assis dehors dans le couloir, dans une attente complètement sidérante. Le médecin est sorti avec Émilie par la main. Il l'a rendu à ses parents, il leur a dit, voilà, madame, monsieur, votre fille a le syndrome d'Aicardi, elle fera entre 10 et 12 crises d'épilepsie par jour, et ça risque d'être mortel. Sous peu, il est parti. Et elle dit, on est resté comme deux cons, effondrés, comme si une bombe atomique nous était tombée dessus, et c'est ce qui a déclenché ma passion pour les maladies rares et mon application, parce que c'est ce que j'appelle l'exclusion totale, c'est la non-considération, et on a encore beaucoup dans le domaine des maladies rares, Nathalie le sait largement aussi bien que moi, sinon encore plus, que les médecins indispensables ont besoin de faire des progrès avec nous dans le domaine de la formation, de la sensibilisation aux maladies rares et de l'annonce diagnostique, pour qui va conclure une errance qui a été dramatique par un autre moment qui va être dramatique. Juste pour tout le monde aussi ici, parce que tout le monde connaît Jacques, qui est un très grand organisme associatif et qui est un membre fondateur aussi de l'Alliance Maladies Rares. Je me rappelle de lui quand quelqu'un est arrivé à l'Alliance Maladies Rares, et quand je voyais Jacques, je me disais, oh là là. Moi, j'ai une question parce qu'il y a une grande muette dans la salle. J'aurais bien aimé les entendre un peu. C'est l'industrie pharmaceutique. On a une industrie pharmaceutique qui est très présente et je les remercie parce que souvent l'industrie pharmaceutique est un peu enfermée sur elle-même, elle reste un peu dans son cocon, sur sa problématique de médicaments. Et dans les maladies rares, ce qui est très intéressant, c'est que les entreprises s'intéressent au fait sociétal, plus que simplement au fait de traiter pathologie par pathologie. Moi, j'aimerais savoir, à l'aube de ce quinquennat, qu'est-ce que les entreprises attendent, ce d'autant que ce qui caractérise les entreprises qui travaillent dans les maladies rares, c'est que, à la différence des autres grandes pathologies, il y a beaucoup de, ce que j'appellerais de start-up ou de newcomers, des gens qui arrivent, qui sont des nouveaux, qui sont des gens qui sont à la création d'un filiale en France, qui vont apporter des solutions thérapeutiques qui sont pas encore tout à fait, comme le disait Jacques, pas tout à fait évaluées. Donc, le modèle économique autour des maladies rares, c'est bien de prendre en compte le fait que le prix doit être raisonnable, mais le prix raisonnable, d'abord, on sait pas ce que c'est. Et la deuxième chose, c'est que quand on doit mutualiser sur 20 patients ou 30 patients dans un pays comme la France, même à l'Europe, sur 300 patients, le coût d'une recherche, on arrive forcément à des prix qui sont des prix qui ont un certain coût. Un coût, il faudra le prendre en charge. Et moi, ça m'intéresserait de savoir quelles sont les nouvelles considérations économiques
que ces jeunes entreprises attendent, s'il y en a qui veulent s'exprimer, pour avoir une prise en charge de leur modèle économique qui soit peut-être un peu différent du modèle sur lequel on s'est basé jusqu'à présent, qui arrive d'ailleurs un peu à son terme. Alors actuellement, on a un peu l'impression quand même que la problématique du médicament orphelin, c'est qu'il est retombé dans quelque chose qui est un peu du droit commun, mais je pense qu'il ne faut surtout pas combattre cette spécificité. Est-ce qu'il y a des industriels qui veulent se Vincent Boudoir de Gérion et Philippe Tigène de Chiesi. Merci de prendre la parole parce que le LEB, et c'est normal, s'occupe à l'heure actuelle d'avoir un dialogue avec les autorités qui sont un dialogue sur les erreurs des médicaments. Mais je pense que la question particulière des médicaments orphelins peut être adressée peut-être de manière plus spécifique. Oui, Vincent Boudoir, laboratoire à Gérion, qui est une société biopharmaceutique dédiée aux médicaments orphelins. On a parlé effectivement d'accès au marché pour ces médicaments orphelins et juste prix en ce moment. On a parlé de la difficulté des données médicales pour évaluer ces médicaments-là. Données médicales absentes ou insuffisantes du fait du petit nombre de patients, du fait de la complexité de mettre en place des cliniques pour ces produits-là. On a parlé de données de qualité de vie qui ont un rôle important pour nous, effectivement, à côté des données médicales, puisque les données de frais de vie et de qualité de vie des patients sont clés. La commission de transparence a mis en place depuis quelques mois une expérimentation pour essayer de prendre en charge, à travers des enquêtes diffusées auprès des associations de patients, de prendre en charge ces éléments-là de qualité de vie et d'impact pour le patient des traitements dont ils ont la charge d'évaluer l'intérêt médico-économique. Quel est votre recul par rapport à cette évaluation? Quel est votre bilan? Est-ce que vous tirez déjà un bilan? Et comment vous voudriez que cette évaluation, cette implication des patients évolue auprès de la commission de transparence? Alors, pour ça, je vais passer la parole à Gérard Biens, qui est vice-président de l'Alliance Maladie et qui est aussi à la commission de transparence de la HAS. Donc, il sera certainement plus précis sur ces réponses. Oui, c'est vrai qu'il y a eu disons depuis 2015, depuis novembre 2015, date à laquelle on a nommé des représentants des patients dans les différentes commissions d'évaluation, dont la commission de la transparence, la voix des patients semble plus entendue. Juste pour rappeler quelque chose, j'ai considéré que mon rôle était de poser une seule question à chaque fois, et la qualité de vie. Et là, c'est un problème qui dépasse le problème des maladies rares. C'est vrai pour tout dossier. Soyons clairs, les dossiers qui sont présentés par l'industrie sont globalement mauvais sur le problème de la qualité de vie. Ça s'explique parfaitement. Parce que on savait que la qualité de vie n'était pas un élément qui était pris en compte par les différentes commissions pour l'évaluation. Donc, nécessité fait loi, il est normal qu'il n'y ait pas de développement. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai demandé à ce que dans le dossier établi par l'HAS, à partir des dossiers présentés par les industriels pour être présentés à la commission de la transparence, eh bien, il y ait maintenant un chapitre identifié qualité de vie. Car avant, il fallait chercher dans les événements indésirables, etc. On avait quelquefois une petite mention qualité de vie. Donc, ça progresse. Et puis, la dernière chose, ça a été ce que vous venez de rappeler, c'est que depuis novembre dernier, on demande systématiquement aux associations concernées de répondre à un questionnaire pour faire état des conséquences de la maladie, du retentissement de la maladie sur les différentes personnes, et pour, s'ils ont connaissance de l'utilisation de ce médicament dans un autre pays, car souvent il y a déjà eu des essais
qu'est-ce qui leur semble important, de façon à éclairer. C'est encore imparfait, mais ça va s'améliorer. Je crois qu'il est très important que, dans le cadre de la démocratie sanitaire, d'ailleurs, c'est que, effectivement, les patients aient un mot à dire au sein des commissions d'évaluation. Donc, là, il y a un progrès, ça va s'améliorer encore au cours des prochains mois. Je vais revenir sur une chose. Je suis relativement optimiste sur l'arrivée de nouveaux traitements pour les maladies rares. Et je crois que cela, on le doit notamment au cancer. Et on le doit au cancer et surtout à cette nouvelle méthode de médecine ciblée ou personnalisée. Parce que l'industrie s'est rendue compte que même avec 1000 patients, on pouvait avoir un modèle économique viable. Et honnêtement, depuis 2015, période à laquelle j'ai commencé à siéger avec plusieurs transparents, on voit de plus en plus, alors on ne va pas non plus tomber dans l'excès de se dire maintenant il y a plein de médicaments, mais on en voit beaucoup plus systématiquement des produits qui essayent de concourir au traitement des maladies rares. Donc ça, je voulais le dire parce qu'il y a une certaine évolution. C'est totalement insuffisant, c'est vrai, mais il y a un progrès qui se fait. Et ce que je voulais rajouter aussi, Gérard, si tu me le permets, c'est que l'Alliance Maladies Rares est vraiment cette nouvelle mise en place de l'évaluation par les patients ou par les malades, parce que je vois que Jacques m'envers à chaque fois que j'ai patient. L'Alliance est vraiment les associations de malades à remplir leur dossier, en fait. On les échange. Merci. Donc, Philippe Tiguel, laboratoire qui est ici, j'ai en particulier en charge tout ce qui est acceptation. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est, heureusement, c'est la bonne volonté de tous de se dire que chacun peut faciliter en fait, cet accès aux patients. À côté de cela, en tant que représentant d'un laboratoire de taille moyenne, très impliqué dans des maladies rares, voire très rares, deux molécules actuellement, l'une parle de 20 patients à peu près et l'autre 80, normalement c'est une population très, très limitée. Je voudrais souligner un point positif et un point interrogatif. Le point positif, c'est la solution française, on n'a pas tant que ça dans d'autres pays européens, qui est cette autorisation qui permet heureusement assez rapidement de donner accès. Donc, je pense que ça, c'est un point fondamental qu'il ne faut pas oublier et qui est important pour les patients. Le deuxième point pour moi qui est plus paradoxal, c'est, et tout à l'heure on a parlé évidemment de la complexité de l'évaluation pour l'HAS, et tout le respect que j'ai pour cette autorité, sur des médicaments justement très ciblés. Et on se retrouve plus dans un paradoxe qui est la difficulté pour l'HAS d'évaluer, du coup d'avoir des ASMR pas forcément idéales, que je peux comprendre, et dans le même temps le fait de devoir démontrer un intérêt de santé publique pour 20 patients ou 80 patients. Comment pouvons-nous démontrer un intérêt de santé publique pour une si faible population? Et nous considérons qu'il y a une réflexion à avoir probablement sur l'intérêt de santé patient lorsque l'on parle de maladies rares. Je voulais émettre ce point éventuellement dans la réaction. Et est-ce que vous avez déjà, côté industriel, réfléchi sur cette problématique? Donc on est là. Notre réflexion pour un laboratoire une fois encore de notre taille, Olivier soulignait aussi tout à l'heure, je voulais faire ce commentaire, que lorsque l'on parle de si peu de patients, l'industrie pharmaceutique peut se prendre les pieds dans le tapis, parce qu'effectivement, il y a des efforts très importants de recherche et développement. Très clairement pour nous, aucune chance, et ce n'est pas notre objectif, je dirais, d'avoir un retour sur cet investissement. Notre souhait, c'est cet accès aux patients. Donc, pour revenir sur notre point, nous nous battons. Nous essayons de sensibiliser effectivement nos autorités, la TGOS, et parfois c'est forcément compliqué parce que les textes sont des textes. En effet, comme nous, on veut parler d'intérêt de santé patient pour 20 patients ou 80 patients, et que notre proposition au regard des coûts est totalement acceptable. C'est vrai que c'est parfois frustrant d'avoir une problématique de dialogue bloquée par des textes. Ouais. Après, peut-être se poser, je vais peut-être être un peu cru, mais peut-être se poser la question comment on doit réfléchir. Est-ce qu'on doit réfléchir
et partir d'une population un peu plus importante pour avoir un médicament orphelin, et là, il n'y aura pas de souci. Et puis, dès qu'on a une faible population, on se dit, bah non, ça va coûter trop cher à la société, donc on fera un petit peu de, si je puis me permettre, c'est que, encore une fois, de sélection naturelle. Voilà, je sais. Alors, oui, je passe la parole et je passe la parole à Ahmed. Juste un commentaire, Nathalie. Je crois que c'est peut-être une des rares causes des maladies rares. Je vais peut-être dire quelque chose, mais sur lesquelles il y a un relatif consensus et une bonne volonté de peu près toutes les structures. C'est-à-dire que ce soit au niveau administratif, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau des pharmaciens, des industriels, il y a une vraie volonté à bien faire. Après, que ce soit pas facile et qu'il faille structurer les choses, ça c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, sur ce plan-là, on va lancer dans pas longtemps un think tank sur l'évaluation justement des produits de santé complexes et des maladies rares, avec Jean-François Thébault, qui est l'ancien collégien en charge de la commission d'évaluation médico-économique et de santé publique, donc la CNSP. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il y a vraiment plus une attente de solutions de la part de l'intégralité des acteurs, et j'inclus dedans l'administration. Il y a vraiment une bonne volonté à faire. Alors, il y a d'autres sujets sur lesquels c'est moins vrai, mais sur ce sujet-là, je crois qu'on peut le reconnaître. Donc, il y a plus à travailler sur le fond d'apporter des propositions, que j'allais dire se battre en lobby contre un certain nombre de prises de position d'acteurs. Moi, c'est comme ça que je le perçois en tant que, on va dire, un peu expert en matière publique. C'est un champ sur lequel les gens veulent bien faire, veulent s'investir, et tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas un acteur qui va contre ce développement-là. Mais simplement, ce qu'il y a, c'est que peut-être que les réflexions en termes de solutions ne sont pas encore abouties. Il y avait Armel qui voulait poser une question. Armel de Boubulo Intercept Pharma, qui est une petite bibliothèque. Je suis également membre du travail de maladie rare du lait. Là, je voudrais exprimer vraiment personnel. On parle du plan national maladie rare numéro 3, et donc moi j'ai un souhait très personnel, c'est que l'industrie puisse être considérée comme un vrai partenaire. Parce que vous savez que vachement là, évidemment, si on nous limite à des lobbyistes uniquement intéressés par la finance, c'est sûr qu'on n'avancera pas au fond. Je pense que les maladies rares sont vraiment un univers dans lequel l'association médecins, patients et industriels peut fonctionner à merveille au bénéfice du patient. Et je pense que c'est aussi changer peut-être un état d'esprit, parce que je vais vous donner juste un exemple. Quand on travaille, nous, sur le terrain, avec les centres de référence, on sait ce qu'on est capable de créer. Et effectivement, ça n'émerge pas forcément, et c'est parfois utilisé pour servir une certaine cause. Un exemple, quand on décide de travailler avec un centre de référence pour améliorer le diagnostic, on a les moyens, c'est vrai qu'on a des moyens qui permettent d'augmenter, d'avoir une visibilité, ou en tout cas un accès plus important au diagnostic. Il y a deux solutions pour voir ça. Ou on considère que c'est une action bénéfique au service de tout le monde, ou on considère que c'est un moyen de trouver plus de patients et faire plus de profit. En fonction de la façon dont vous évaluez cette activité, ben vous avez effectivement quelque chose de vertueux ou quelque chose qui n'est pas. J'espère que dans le cadre du plan numéro 3, on voudra bien nous voir industriels travaillant dans les maladies rares, comme dans le premier cas, plutôt dans le deuxième. Je pense que ce sera au bénéfice de tout le monde. Voilà, c'est juste un souhait. C'est pour ça que je disais que nous, les malades, on voulait un plan qui soit interministériel. C'est justement pour qu'il y ait tous les ministères, puisque ça aille du ministère de la Santé, de l'Industrie, des Affaires sociales, de l'Éducation nationale, de l'économie. Je suis désolée, mais voilà, il faut que tout le monde soit là. Si il faut que tous les acteurs travaillent ensemble et tout, que ça avance, ça prend bien évidemment un interministériel. Et donc, c'est pour ça qu'on dit l'interministériel. Et tu sais, c'est pas la première fois que je dis qu'il faut vraiment que l'industrie soit impliquée. Je suis pratique du Chalendon, ça fait déjà. Moi, c'est un beaucoup qui faut beaucoup se faire derrière. Je voulais simplement souligner qu'effectivement, on avait la chance dans ce plan maladie rare 3 d'avoir une industrie pharmaceutique qui fait partie des concertations et qui a la parole. Et je pense que c'est un signal fort quand même, où en tout cas, on a la chance cette fois d'avoir
de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire quelles sont les marges de progression. C'est clair qu'on a des difficultés avec la commission de transparence, avec les dossiers sur des molécules, avec des faibles populations, avec peu d'experts, et là aussi, souvent, on a des conflits d'intérêts, bien d'intérêts pour l'interrogation. On est prêt à prendre des risques pour déposer des nouvelles molécules. On a entendu tout à l'heure parler de contrats de performance. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à avoir en tête. En tout cas, nous, industriels, on est ouverts à la discussion. Je pense, si je rejoins un mail, c'est ensemble qu'on trouvera des solutions, toutes les parties prenantes et tous les matins. Et ça rejoint un peu ce que disait Olivier par rapport, des fois ça bloque à certains endroits, et des fois ça s'ouvre à d'autres. Et là, c'est vrai que l'industrie a fait partie des contrats sur le travail, et c'est important. On a besoin aussi d'expertise de l'industrie. Jacques. Je voudrais faire deux petits commentaires. Une question, mais juste deux petits commentaires pour revenir sur l'intérêt de santé publique, dont je me suis occupé pendant de longues années, et puis d'autre part sur la qualité de vie, les données de qualité de vie. Donc sur l'intérêt de santé publique, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'intérêt de santé publique des médicaments orphelins. Alors sur l'intérêt de santé individuelle, je dirais que ça devrait être un prérequis non seulement pour les médicaments orphelins, mais tous les médicaments pour être remboursés, et ce n'est pas un critère discriminant. En revanche, la Direction générale de la santé, avec Hélène Sainte-Marie, nous avons créé au sein du critère intérêt de santé publique ce qu'on a appelé la réponse apportée à un besoin non couvert d'intérêt de santé publique, qui a été malheureusement un peu galvaudé. Et les médicaments orphelins répondent particulièrement, devraient en tout cas répondre à ce critère et être valorisés en termes d'ASMR, même si le critère d'intérêt de santé publique est mal situé dans le SMR, mais devrait permettre pour les industriels de revendiquer lorsque c'est le cas, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a pas de traitement disponible dans certaines maladies, en répondant à un besoin de santé non couvert, devrait permettre de revendiquer une ASMR. Donc, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber l'intérêt de santé publique, y compris pour les médicaments orphelins. C'est ce que je voulais dire pour l'intérêt de santé publique. Pour les données de qualité de vie, alors, on est dans une situation assez paradoxale où, depuis de nombreuses années, les autorités de santé réclament des données de qualité de vie, mais les maltraitent. Alors, je ne veux pas justifier, mais ça peut s'expliquer. Je ne vais pas donner des détails techniques, on pourrait passer toute la matinée là-dessus. Je ne vais pas donner des détails techniques. Je crois que concernant les médicaments orphelins, malheureusement, comme d'autres médicaments, les données habituelles de qualité de vie sont des données quantitatives. Il s'agit donc d'évaluation de la subjectivité en santé, mais de façon quantitative. Or, là, c'est plus un problème épistémologique qu'un problème de méthodologie. On sait bien que le quantitativisme ne permet pas de mettre en évidence un certain nombre de choses qui sont très importantes pour les patients. C'est pourquoi, en dehors des études quantitatives sur la qualité de vie, il faut absolument développer, c'est ce que nous faisons avec l'équipe de Didier Chassani à l'INSERM, des études réellement qualitatives qui font ressortir des points extrêmement importants pour ce qui concerne les maladies rares. Et sur les données quantitatives, si j'avais un petit conseil à donner, c'est qu'il faut faire des vraies études de qualité de vie, quantitatives aussi, qui ne soient pas des critères secondaires d'un essai clinique avec plein de données manquantes sur des sous-critères ou certaines dimensions, etc., et qui répondent à de véritables tests d'hypothèse. C'est-à-dire, quand on n'a pas de test d'hypothèse et quand on a beaucoup de données manquantes, que voulez-vous que la HS ou qu'un évaluateur en fasse? Elle les met à la poubelle. C'est toujours plus facile de juger sur un critère objectif d'hémoglobine glyquée que sur des données de qualité de vie. Donc, j'incite à faire évidemment des tests d'hypothèse sur des études quantitatives de qualité de vie et aussi pour le PNDR 3, je vous invite à vous pencher sur les véritables études qualitatives. Pour une fois, l'industrie prend la parole, c'est plaisir. Je vais te décevoir, je vais parler à titre personnel. Je parle pas au nom de l'industrie et je voudrais parler de la thérapie génique.
Il y a quelques-unes des maladies rares immunogéniques et qui va probablement trouver une solution dans les approches de thérapie génique. Et on voit très clairement que les premiers produits qui ont obtenu des AMM en Europe n'ont pas réellement accès au marché pour des raisons de coût. Juste le cas de Unicure, dont le traitement est autour de 1 200 000 d'euros, pardon, 1 200 000 euros par patient. Donc, les systèmes de santé aujourd'hui sont probablement inadaptés parce qu'elles ont une vision annualisée budgétaire et ils ne prennent pas en considération les économies faites sur un long terme. Et je pense qu'il faut qu'il y ait cette réflexion, en plus de tout ce qui a été dit, bien entendu, qui est juste, de savoir comment on permet la fongibilité des enveloppes et comment on permet de prendre en considération les économies à long terme lorsqu'on traite définitivement un patient qui est atteint d'une maladie rare. Pas de remarques là-dessus. C'est vrai que la problématique du PLFSS tous les ans est une problématique qui revient de manière lancinante et on s'aperçoit que de plus en plus d'acteurs voudraient avoir une sorte de plan d'économie sur 3, 4, 5 ans qui fasse qu'on puisse avoir une prévisibilité d'un certain nombre de budgets, des budgets pérennes. Je crois que la pérennité des budgets va devenir de plus en plus importante parce que s'il faut continuer, on le voit déjà, que je pense à cette expérience avec les fonds d'investissement régionaux, l'intervention régionale des ARS. Il y a beaucoup de bonne volonté dans les films, mais on n'est pas sûr d'avoir une pérennité des budgets d'une année sur l'autre quand on dépense d'un fonds d'intervention régionale. Je crois que la grande problématique qu'on va avoir dans les prochaines années, c'est ça, c'est d'arriver à trouver des fonds d'amorçage, d'avoir une approche qui soit une approche plus entrepreneuriale de la santé sur ces problèmes-là, qui sont des problèmes très spécifiques, plutôt que d'avoir une approche très globalisante et vouloir, par exemple, avoir une politique du médicament qui s'applique à l'intégralité du médicament et en particulier sur le médicament orphelin. Ça va devenir extrêmement compliqué. Les tenants et les aboutissants du modèle général ne peuvent pas s'appliquer à ces situations qui sont très particulières. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Nathalie? Écoutez, si vous n'en avez pas, on a l'habitude de respecter les horaires, et je crois qu'il est 10 heures. Donc vraiment, merci de votre participation. C'était très intéressant. J'espère que de l'autre côté, du côté des pouvoirs publics et des nouveaux dirigeants, ont tout à fait de confiance, on va leur transmettre. Et on va faire en sorte qu'ils puissent prendre une position, c'est une position forte. On évite un cas, on aura 5 ans pour faire les choses. Ce sera très très bien. Merci beaucoup Nathalie et à très bientôt.